Mon premier contact, c'était en 1969, dans le projet d'autoroute Est-Ouest où on voulait démolir en fait des centaines d'unités de logement. Puis moi, j'habitais dans Hochelaga-Maisonneuve, puis ça a été, en fait, euh, enfin, un sujet qui m'a touché, peut-être parce que, bon, moi, j'étais dans une famille nombreuse, on avait des mauvaises conditions de logement, donc peut-être qu'il y avait un amalgame, en fait, d'éléments qui fait que j'ai été touché par cette question-là. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser à la question du logement, puis aux enjeux urbains, en fait, en général, mais plus particulièrement le logement. Et puis, il a commencé à avoir, il y avait, à l'époque, il y avait des luttes, donc des locataires finalement qui protestaient contre les évictions. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à participer à des soutiens comme ça. Et c'est là que j'ai entendu qu'il y a des gens finalement qui proposaient de récupérer des bâtiments où les gens se faisaient évincer pour les transformer en coopératives d'habitation. Et ça m'a, je dirais, ça a été comme un peu l'élément déclencheur qui fait que je me suis dit, bon, oui, on se bat pour les conditions de logement, le droit au logement, mais en même temps, on a une vraie belle proposition finalement que les gens récupèrent en fait leur logement puis qu'ils deviennent propriétaires collectifs de leur logement. Le fait, je me rappelle quand vous dites une chose que un groupe de gens du quartier qui était d'un organisme ici, qui avait décidé de fonder une coop, puis ça a été une des premières écoles. Donc, 25-26 logements là-dedans. Les gens qui étaient sur CA n'étaient que des ouvriers d'Hochelaga-Maisonneuve et des gens à l'aide sociale. Quand on est allé à la caisse pour faire l'emprunt de 1 million, écoutez, je suis encore émue. Ça fait 30 ans, puis 40 ans, puis je suis encore émue de penser comment, excusez, je vais respirer, comment ces gens-là étaient fiers quand ils sont sortis de là. C'était pas juste le pouvoir qu'ils ont développé, c'était la fierté qu'on leur a fait confiance, puis qu'eux autres qui se considéraient quasiment des moins que rien dans un quartier, et que là, étaient pour gérer un projet. Et il y avait une hypothèque de 1 million. Écoutez, ils tremblaient tellement que ça leur faisait peur, mais en même temps, ils ne portaient pied à terre. Ça fait partie de, je pense, de ce qu'on a réussi à implanter. Comment on a changé des quartiers complets comme le nôtre, qui avait 250 maisons barricadées quand on a commencé à développer les coops, et comment c'était une maison, 2 maisons par rue qu'on est allé chercher, qu'on a transformé, que des gens ont habité et que tranquillement, les rues ont commencé à changer. Ça fait partie des choses que personne ne peut nous enlever. C'est l'influence qu'on a eue, puis c'est grâce au mouvement coopératif, puis à tous les gens qu'on a été impliqués, qu'on a travaillé pour, pour des salaires ridicules à l'époque, là. Mais personne ne veut nous enlever ça. Ça fait partie, moi, je pense, des plus belles choses qu'on a réalisées. Une affaire qu'on mettait toujours de l'avant quand on défendait la formule coopérative, c'était le fait que les gens qui réglaient ou en tout cas solutionnaient leurs problèmes de logement à travers la formule coopérative, souvent solutionnaient d'autres parties de leur vie, de professionnelle, etc. Et on disait, prenez, les gens, ils apprennent à vivre, à gérer, ils apprennent à agir démocratiquement, à s'impliquer, ça leur donne confiance en eux. Souvent, c'est des gens qui étaient sans travail, qui vont se trouver un travail, etc., etc. Fait que je vais vous conter mon histoire à moi, qui était la petite madame de 27-28 ans, qui avait 2 enfants, qui vivait dans un logement où le propriétaire abusait de ses locataires, et qui a décidé de former une coopérative. Puis ça a été une longue histoire. En tout cas, il a fallu vraiment travailler fort pour réussir à acheter ces bâtiments-là. Mais finalement, on les a eus. Et on a engagé un gérant de chantier pour gérer notre chantier.
Et là, vous couperez ça au montage, mais quand le chantier a été terminé, j'ai mis mon mari dehors, puis j'ai gardé le gérant. Et ça faisait 6 ans que je ne travaillais pas parce que j'avais eu mes 2 enfants et j'ai eu un 3e enfant avec le gérant de chantier. Et 1 mois après l'accouchement, je travaillais dans un GRT. Je suis retournée aux études. J'ai travaillé au groupe CDH maintenant pendant 10 ans. J'ai été présidente de la fédération. J'ai été 2 ans sur le conseil d'administration de CHF. J'ai travaillé pour CHF comme responsable des fédérations. Et par la suite, j'ai trouvé un emploi à Droit et démocratie. Je suis devenue directrice d'administration là-bas sous Ed Broadbent. Donc, tout ça parce que j'ai fondé une coopérative d'habitation. C'est pour vous dire, là, c'est une école. C'est une école de la vie, c'est une école pour te sortir de la solitude. C'est un beau milieu de vie. Quand les fédérations commençaient à vouloir naître chacune de leur bord, alors il y avait Québec qui commençait, il y avait Montréal, tout ça était sur une base bénévole. Il y avait Sherbrooke, je pense, qui avait peut-être un permanent, Jean-Bernard, à ce moment-là, qui était peut-être mais je pense que Jean-Bernard était aussi sur une base bénévole. Et à Gatineau aussi, ça commençait à se développer. Et là, on faisait des réunions provinciales. Alors, toutes les coopératives de toutes les régions étaient toutes invitées. C'était tout le monde confondu parce qu'il n'y avait pas de conseil d'administration de fédération en particulier. Sinon, Sherbrooke était un peu plus structuré, mais je ne suis pas sûre qu'ils avaient déjà fondé leur fédération. Et là, le débat, c'était à savoir, est-ce qu'on fait une grande fédération provinciale ou si on fait des fédérations régionales? Et il y avait des discussions, là, des réunions provinciales et des discussions, là, je dirais, interminables. Et on avait, c'est surtout Québec qui avait mis ça de l'avant. C'était important que chaque région s'organise un peu pour que la voix qui arrive au provincial représente quelque chose. À la fin des années 1970, bon, il y a des gens dans d'autres régions qui étaient un peu plus pressés que nous autres à Montréal, donc entre autres dans les cantons de l'Est et puis en Outaouais. Et eux autres avaient déjà commencé à fonder des fédérations régionales, mais qui étaient sur un modèle un peu plus centralisé là, que ce qu'on trouve, par exemple, à la FECHIM aujourd'hui, par exemple, même aujourd'hui. Et donc, on a participé à Montréal à ça, on avait des délégations, mais on ne s'entendait pas vraiment sur, je dirais, les orientations des fédérations. Puis eux autres, ils poussaient aussi pour mettre sur pied une confédération. Puis à Montréal, on n'était pas d'accord avec ça, parce qu'on se disait, ça va trop vite, il faut que les gens prennent le temps de s'approprier finalement leur mouvement. Et puis en 1983, quand on a mis sur pied la fédération, en tout cas moi dans mon souvenir, c'était d'une certaine façon aussi pour, je dirais, mettons, éviter ou participer d'une certaine façon à la fondation éventuelle d'une confédération, de fédération régionale, pour éviter que finalement que ce soit juste 2 ou 3 autres fédérations à l'extérieur de Montréal et qu'on n'ait pas notre mot à dire là-dedans. Et nous, on voulait défendre que ça nous prenait, oui, des organisations, mais des organisations qui soient décentralisées et des organisations où les coopératives elles-mêmes, à la base, auraient vraiment leur mot à dire puis pour être capables de gérer effectivement leur fédération. D'après moi, là, de mémoire, le premier intérêt commun, c'était de s'assurer qu'il y ait des programmes pour développer des nouvelles coopératives dans l'avenir. On voyait venir la fin d'un programme, le début d'un autre, comment ça allait fonctionner, tout ça. Donc, ça, d'après moi, là, de mémoire, ce serait ça qui aurait comme été le catalyseur. Personnellement, moi, ce qui me tenait beaucoup à cœur, puis qui n'a pas été réalisé finalement, c'était l'idée de faire une fiducie foncière pour les coopératives d'habitation pour assurer que ça ne devienne jamais des propriétés privées. On n'a pas réussi. Ça s'est fait dans Milton Park. Et c'était cet exemple-là qu'on essayait de suivre. On voulait que justement, les coopératives
une à une, transfèrent leur terrain au nom de la FECHIM pour s'assurer que jamais ça devienne des complexes de condos. On s'est aperçu évidemment que dans les structures organisées au Québec, au niveau des coopératives, etc., que si on formait une fédération, ça serait plus facile, en fait, de mettre sur pied un certain nombre de services pour les coopératives. Donc, évidemment, les premiers services qui ont été sur lesquels on a travaillé, la question des assurances, par exemple, qui était quand même important. Puis, évidemment, la question de la formation. Ça, c'était aussi, je pense, les deux aspects les plus importants. Donc, un, qui était un service où les gens profitaient, je dirais, d'une baisse des coûts. Et deux, la formation, c'était parce que les gens disaient, il faut que les gens soient formés s'ils veulent vraiment gérer correctement sur le long terme leur projet de coopérative. Donc, c'était vraiment les deux principales motivations. Tout est à faire. Tout est à faire. Moi, dans le fond, c'est que j'ai pu... Puis vraiment, c'est James McGregor puis Marie-France Cloutier qui avaient monté ce programme-là avec un gros financement. Sinon, moi, j'arrivais, il y avait, si je me souviens bien... Quand tu parles du programme, là, tu parles du service de gestion? Service d'aide à la gestion, qui était d'abord tout monté pour avoir 5 ans pour finir par s'autofinancer. Au départ, c'était largement subventionné pour qu'on puisse installer les services puis pas facturer des prix de fou aux coops. Puis après ça, tranquillement, les coops devaient payer les services offerts. Puis, avec le temps, le taux de facturation permettait de garder les employés vraiment sans subvention. Mais quand je suis arrivée, il y avait, je pense, 35 coops. Oh, il n'y en avait pas gros. Beaucoup de bénévolat. À peu près pas de service. C'était une association vraiment plus de représentation extérieure, avec beaucoup de monde très engagé au CA. Des GRT très, très actifs. Certains revendiquaient tout le rôle de soutien. Hein? Puis là, moi, je suis arrivée là-dedans, je dis, OK, le rôle de soutien, une fois que les coops sont formés, c'est nous autres. Il faut que j'aille chercher les gens des GRT pour qu'ils nous soutiennent là-dedans, pas qu'on se fasse la guerre. Puis ça a été un des gros défis. Puis en allant chercher Marc Sou, etc., qui avait tout monté tout le travail de formation, on dit, mais là, on a l'expertise, là, on est équipé pour donner des bons services. Mais on est allé chercher des membres avec ça. Fait que là, ça a fait boule de neige. Là, parce qu'on avait les services, il y avait plus de membres, puis plus de membres ont plus de personnel. Puis on est parti, je pense, on était 4 quand je suis partie, on était 12, 13. Moi, c'était la gestion collective. Oui, c'est de la puis les membres du coordination. CA étaient très, très impliqués. Puis, ça a été une de mes fonctions. Ça a été de bien clarifier le rôle, puis d'évoluer vers un CA plus dans le politique, puis les grandes orientations, puis moins dans le Quotidien, la quotidien, gestion, puis de ouais. faire les choses. C'est que c'est un CA qui avait monté la FECHIM presque 100 employés, là. Alors, il y avait beaucoup de mérite, d'expérience, puis il savait faire des choses. Il écrivait les mémoires, il écrivait des politiques, les plans d'action, puis moi, il fallait que je ramasse tout ça pour en faire un tout cohérent. Puis des fois, ça se chicanait. Hey, parce que tu avais des têtes fortes, là. Marcel Sévigny, Marcel et Sévigny, puis Jean-Guy Jean-Guy. Oui, C'est pas du cadre, tu veux. ça, c'est... Et ça m'intéresse. Marcel Sévigny et Jean-Guy, Oui, Ah oui. on débattait de quoi? Ben, Les- de la place de la fédération, hein? De son rôle, c'est est-ce que les Qu'est-ce qui services appartient allaient à la être le fédération? moteur? Qu'est-ce qui appartient à la fédération ou au GRT ou aux membres? Qu'est-ce qui allait être le moteur? Le débat entre les services versus la représentation politique. Chacun avait des points de vue fascinants, importants, mais c'était OK, on peut pas continuer à débattre là-dessus. On peut-tu faire les deux? Il fallait asseoir ça quelque part, l'asseoir. sur une base commune, Ouais. puis elle n'était pas évidente. Elle n'était pas C'était évidente. fragile. C'est ça. Mais disons que, moi, à un moment donné, j'ai fait un plan avec les 3 volets en disant, dans le quotidien, là, des fois, c'est un volet qui prend le dessus, des fois, c'est l'autre. Ça finit par être
un peu l'espèce d'armistice nécessaire pour avancer, pour Mais on avait chacun a une pris des base rôles, ouais. militante aussi, hein? Très. C'était une base militante. Dans ce temps-là, les militants, les personnes qui étaient au conseil d'administration des coops et les personnes qui étaient intéressées à ce que la fédération existe, se développe, donne des services, puis prenne position, puis fasse quelque chose, soit vraiment sur la place publique, c'était des militants. C'est ça. Et là, quand tu rentres dans un bassin de militants, c'est sûr que c'est du monde qui ont des idées. Puis c'est sûr que c'est du monde qui émet sur la table les idées C'est puis qui les ça. débattent. Oui, puis qui débattent avec Fougue. fougue, engagement, Ferveur. ferveur. Et ça se débattait en assemblée générale aussi. Aussi. Et il y avait quand on parlait des élections au conseil d'administration, c'est sûrement encore comme ça, c'était des positions que les gens défendaient, puis l'assemblée était très dynamique, vivante. On se prenait des animateurs professionnels pour faire ça, pour que, tu sais, bon, c'est là que je jouais le rôle beaucoup plus de secrétaire de réunion, là, si on veut, mais non, c'était le fun, les assemblées. Ouais, Il y avait du monde. ouais. Par rapport au nombre de coops qu'on avait, il y avait quand même pas mal de monde, là. 100-150 personnes Ouais. avec une toute petite fédération. FECHEM elle-même, il y avait un enjeu financier. Je me souviens très bien qu'il y avait un enjeu financier. Ça n'allait pas de soi qu'on balançait le budget. Puis je me souviens très bien, une année, le vérificateur est arrivé et a dit moi, je vais mettre une note dans les états financiers en disant que la survie à long terme de l'association, de la fédération, était en danger. Et je me souviens très bien avoir négocié avec le vérificateur pour faire enlever cette clause-là. Parce que là, c'était comme elle estimait que c'était dans son obligation, de sa responsabilité professionnelle, de dire il y a un danger de pérennité, il y a un risque au niveau de la pérennité. Donc, je suis obligé de mettre une note. Et c'est sûr que ça donne un mauvais signal aux sociétaires, aux membres qui disent moi, je cotise à ça, j'ai un programme d'assurance avec eux. La survie de l'association, de l'organisation est en jeu. Et on avait réussi avec, je me souviens, c'était Marie Bouchard qui était là à l'époque, qui maintenant enseigne au HSC, excusez-moi, à l'UQAM, en gestion des coopératives puis en gestion, et qui était là, puis on négociait avec la comptable, dont je tairai le nom parce que, par respect pour... mais bon, je comprenais pourquoi elle faisait ça aussi. Elle avait des raisons autres là, de faire ça, mais parce qu'elle avait une boîte de gestion qui était un peu concurrente à celle de la FECHEM, parce que la FECHEM faisait aussi de la gestion. À l'époque, faisait encore aujourd'hui, fait de la gestion des coopératives. Donc, pour moi, ça a été aussi un enjeu de dire il faut que l'organisation survive. La fédération était ce qu'on appelle, je dirais, en mutation totale, parce qu'elle était partie de la même, elle avait été mise sur pied de la même façon que les GRT avaient été mises sur pied, donc par des jeunes, à l'époque des gens du milieu, puis beaucoup d'universitaires qui avaient développé le fait qu'on travaille en égalité, tout le monde, qu'on soit secrétaire, qu'on soit directrice ou architecte, peu importe. Et là, le conseil d'administration a fait une grande réflexion par rapport au développement futur de la fédération et je pense qu'il considérait que la FECHEM, pour se développer, elle devait avoir une autre structure. Et quand j'ai postulé, c'était clair pour tout, en tout cas dans leur offre d'emploi, il me semble, et au conseil, quand je les ai rencontrés, au comité de sélection, qu'ils voulaient que on ait une nouvelle structure de développement et que, tout en gardant les valeurs fondamentales, qu'au niveau de la gestion, on ne soit plus dans une gestion égalitaire, une gestion participative, mais avec une direction claire et nette. 3 mois après, je pense, ou 4 mois après que j'étais arrivée, les employés ont décidé de se syndiquer. C'est une démarche que j'avais jamais vécue et que j'étais pas contre en soi, mais qui nous a
qui m'ont amené, en tout cas pour moi, des difficultés au départ parce que la FICHIM, elle avait besoin d'être structurée dans toute son organisation administrative. Là, on se retrouvait avec un nouveau changement au niveau de l'organisation des employés puis le travail des employés, les relations différentes. C'était un gros défi. Moi qui pensais tout régler là, comme dans genre un an, là. Ça a pris comme 3 ans dans mes souvenirs avant qu'on soit, comment je pourrais dire ça, avant qu'on reprenne notre talent de développement. Il y a des difficultés extérieures au mouvement. C'est les programmes. D'abord, la fin des programmes fédéraux en 93, 94, à ce bout-là. Bon, le Québec, la seule province au Canada qui prend le relais. Mais en même temps, les programmes ont varié selon les humeurs et les orientations idéologiques des gouvernements. Moi, je me rappelle d'avoir dit à Claude Rayune, qui était ministre à l'époque dans le gouvernement Bourassa, qui était le fossoyeur du mouvement coopératif, parce qu'il voulait faire des coopératives qui étaient des HLM déguisés en coop. Oui, c'était juste des gens qui étaient dans les besoins impérieux, puis qui ne pouvaient pas. Si on te donne à gérer un immeuble, on te donne la responsabilité, ça doit venir aussi avec des devoirs. Puis il y a des droits, mais il y a des devoirs. Puis si tu ne les remplis pas, il faut qu'il y ait des conséquences. Quand tu es membre d'une coop, puis que tu participes ou que tu ne participes pas, que tu payes ton loyer, que tu ne le payes pas, tu sais, quelque part, là, tu t'en fous parce que tu es un HLM, dans le fond, sur lequel on a mis le label coop. Ça crée des problèmes. Alors, on traîne tout ça dans notre besace, là, dans nos programmes, des coops qui ont été constitués en fonction de programmes fort différents. Et ça, c'est des contraintes qui sont venues de l'extérieur. Ensuite, de l'intérieur, je te dirais, les principales difficultés qu'on a eues, c'est des difficultés de croissance. C'est des difficultés liées à des... Il y a eu plusieurs, je dirais, je ne suis pas sûr que le bon mot, c'est crise, là, mais des ruptures, à un moment donné, qui sont passées de transformation. Un peu comme un insecte là, qui change de peau, là, à un moment donné, quand il vieillit, là, il change d'ossature externe, l'ossature externe de l'insecte, là, puis il va muer, hein, il va muer. Il y a eu des mutations qui ont dû se faire comme ça, puis ils ont toujours été assez difficiles à s'accomplir. Et je te dirais que celle qui est la plus pendante actuellement, pour moi, puis ça ne touche pas juste la FICHIM, c'est l'ensemble du mouvement coopératif, c'est de trouver une façon de vivre ensemble pour mettre en commun ce qu'on doit mettre en commun et avoir chacun nos spécificités. Montréal, c'est assez différent du Lac-Saint-Jean. D'abord, c'est la métropole. Il vit 4 millions de personnes dans la communauté métropolitaine de Montréal. Et il y a, comme je le disais tantôt, 60 de locataires sur l'île de Montréal, dans l'agglo. Fait que là, tu dis, OK, c'est pas la même réalité qu'à Saint-Jérôme, les locataires, c'est souvent associé comme étant, quand tu es un locataire, tu étais un BS, puis tu n'as pas de char, tu n'as pas 2 chars, puis tu vis. Alors, c'est mal vu. Montréal, être locataire, c'est un mode de vie, c'est pas quelque chose où tu es stigmatisé. Fait, puis ça crée des perceptions, ça crée des différences. Or, où ça peut se régler, ça peut se régler dans un espace démocratique. Or, notre démocratie, pour l'ensemble du Québec, dans le milieu coopératif en habitation, a besoin d'être réformée. Elle est dysfonctionnelle. C'est quoi la solution? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit maintenir les structures actuelles? Oui, en les rénovant. Est-ce qu'on doit en créer d'autres? Est-ce qu'on doit imaginer... Desjardins était la seule autre organisation qui a eu une confédération. Ils ont décidé d'y mettre fin il y a une dizaine d'années parce ils jugeaient que c'était trop lourd et pas fonctionnel. Il y a une seule fédération, Fédération Desjardins. Est-ce que c'est une avenue qu'on devrait emprunter? Je ne sais pas. Ça pourrait être aussi l'existence d'une fédération urbaine qui couvre la région de Montréal, puis une organisation qui couvre le reste du Québec, puis les deux vivent en partenariat, parce qu'on a plus en commun avec la Fédération de Toronto dans nos réalités en transport, en aménagement, dans les besoins, qu'on en a avec, je ne sais pas moi, la baie même, ou avec des régions comme Chaudière-Appalaches, ou même la partie qui s'en va à Sorel, pas très loin d'ici. Peut-être que c'est ça l'avenir.
je pense que ça prend de la bonne volonté de tous les acteurs pour dire, bon, on n'est pas là pour avoir des tripes de pouvoir, on est là pour desservir nos membres et quelle manière on peut le faire de manière la plus efficace pour J'ai choisi de participer aux assemblées générales. D'abord, j'ai commencé même avant de travailler pour la FECHEM à contrat puis à la paix, j'y allais par intérêt. Je me disais, ben voyons, il y a quelque chose d'intéressant là qui se passe. Puis dès la première assemblée générale que j'ai participé, je suis revenue à ma coop en disant, il y a des coops aussi qui ont de la misère avec l'attribution des logements, puis fixer les prix avec des logements qui sont complètement différents en termes de surface, malgré le nombre de pièces identiques. Fait que là, il y en a qui parlent de pieds carrés. Fait que là, j'avais amené cette idée-là de travailler sur établir le montant du loyer en termes des pieds carrés. Puis au début, ça n'a pas vraiment eu d'écho. Là, j'étais un peu frustrée. Puis là, je me disais, bien là, il y a des affaires intéressantes qui se passent à FECHEM comme échange. Pas juste ce que la FECHEM disait, mais les représentants de la FECHEM, mais les échanges entre les membres, puis il y en avait qui avaient trouvé des solutions, puis c'était intéressant, c'était créatif, ça avait du bon sens. Fait que je trouvais ça intéressant de ramener ça à ma coop, mais il y avait plus ou moins d'écho. En fait, moi, j'ai commencé à m'intégrer à la FECHEM en y allant comme membre, pas représentante de ma coop, mais comme membre qui est intéressée, et aussi après ça comme formatrice. Oui, je me suis vraiment sentie choyée puis privilégiée de pouvoir participer aux entrevues puis aux reportages parce que ça m'a donné une autre vision des coops, mais j'ai comme, comment je dirais ça, c'est comme pu rentrer dans l'intimité de d'autres coops. C'était vraiment un privilège parce que j'étais un témoin participant en faisant des photos au cours des reportages. Fait que ça m'a mis au courant de beaucoup d'activités, soit de problèmes, de solutions, ou que ce soit avec les gens, soit sur le point de vue des communautés ethnoculturelles ou de travaux, d'aménagement, de construction. Et j'ai appris plein de choses que j'aurais vraiment manqué si je n'avais pas participé à ça. C'est ça que ça me donne une vision plus intéressante, plus complète du milieu des coops, parce que je n'ai pas juste vu la mienne, j'ai juste rencontré du monde dans des assemblées générales, sauf que j'ai eu le privilège de participer à des confessions, un petit peu des fois, ou des confidences que les gens ont fait, mais ils l'ont fait pour le partager à d'autres via la revue Cité Coop. Fait que ça, c'est intéressant encore. Jusque-là, la notion de partage de coop là, est omniprésente.